Renaud Labelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directeur de l'ANSSI. Alors l'ANSSI, je le rappelle, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Vous vous occupez évidemment des pratiques numériques de cybersécurité. Alors on a déjà eu un petit aperçu un petit peu des risques voilà, qui allaient pouvoir émerger, risques nouveaux avec le quantique. On a bien compris aussi que l'ordinateur quantique, c'était pas exactement pour tout de suite. Néanmoins, les délais sont pas si éloignés que ça quand on entend Théo Perronin il y a quelques minutes. Vous, en tant qu'ANSSI, quel regard est-ce que vous portez sur ces évolutions à venir ? Donc, je pense qu'au niveau de l'ANSSI et au sein des autres agences de cybersécurité européennes, il y a quand même un consensus sur le fait que l'ordinateur quantique est une menace qui risque parce qu'il risque de venir casser tous les protocoles crypto qui sont actuellement utilisés sur Internet. Alors peut-être que protocole crypto, juste en un mot, rappeler ce que c'est. Donc en fait, aujourd'hui, toute la cryptographie qui est utilisée sur Internet, et la cryptographie asymétrique en particulier, celle qui permet notamment de communiquer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc quand vous allez vous connecter à un site sur Internet, le site ne vous connaît pas, a priori. Donc là, il y a un protocole, il y a des mécanismes cryptographiques qui se mettent en œuvre. Et c'est cette crypto-là qui est en danger à cause de l'ordinateur quantique. Cet ordinateur quantique, nous, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va arriver. En tout cas, un ordinateur quantique qui sera assez puissant pour venir casser la crypto. Mais on travaille sur une hypothèse. On a une hypothèse de travail, une date qui est à peu près 2040. On pense qu'en 2040, les États les plus puissants seront en mesure d'avoir des ordinateurs qui viendront casser au moins les communications les plus sensibles, donc en particulier les communications gouvernementales. La bonne nouvelle, donc ça c'est un petit peu anxiogène, la bonne nouvelle c'est qu'on a une solution qui est la cryptographie post-quantique. La cryptographie post-quantique, c'est une cryptographie qui est relativement classique. C'est fait sur des ordinateurs classiques. Il n'y a pas vraiment de grosse révolution de ce côté-là. Simplement, ce sont des algorithmes qui sont différents et qui vont être probablement plus gourmands à mettre en œuvre. Et surtout, ce qui va coûter un peu cher, c'est la transition vers ces algorithmes parce qu'il va falloir changer les équipements, changer les protocoles, changer l'intégralité de la crypto qui est utilisée. Donc ça, vous, est-ce que vous avez déjà, en tant qu'ANSSI, en tant qu'agence, des recommandations claires et exprimées face à ces évolutions et ces risques, puisque c'est un peu votre boulot à l'ANSSI d'évaluer les risques? Donc on a déjà publié deux recommandations, une en 2022 qui reconnaissait la nature de la menace quantique, qui proposait déjà quelques conseils vers les offreurs de solutions en leur disant voilà quels sont les algorithmes qu'il faut mettre en œuvre. Et puis il avait peut-être aussi des informations importantes qui sont qu'on va avoir une période pendant laquelle les nouveaux algorithmes, ce qu'on appelle les algorithmes post-quantiques, donc ils ont été développés il y a quelques années déjà, mais ces nouveaux algorithmes, on n'est pas totalement certain de leur sécurité, parce que la sécurité, c'est quelque chose qui s'éprouve dans le temps. Et donc, on a des recommandations pour essayer de dire aux gens, attention, il faudra prendre des mesures complémentaires. Donc, la première mesure, c'est l'hybridation, c'est-à-dire que pendant un certain temps, il faut à la fois utiliser la crypto classique et la crypto post-quantique. Et puis aussi, il faut être crypto-agile, c'est-à-dire être capable, surtout si vous êtes développeur de solutions, de changer la crypto dans vos équipements avec un délai qui est assez bref. Alors ça, ce sont des recommandations ou ce sont des obligations? Est-ce qu'il peut y avoir éventuellement une mise en œuvre un peu catégorique de ces recommandations? Donc il existe déjà des domaines dans lesquels il y a des obligations en termes de cryptographie. Je pense à la protection du classifié de défense. Je pense à la protection du diffusion restreinte. Là, on a aujourd'hui des obligations d'utiliser des algorithmes qui ont une certaine force. Et on a aussi des dates à laquelle certains algorithmes doivent être absolument proscrits. Donc il y aura sur ces domaines-là des obligations avec des dates précises qui vont être travaillées dans les années qui viennent. Il y a d'autres domaines dans lesquels il y a des obligations. Je pense aux systèmes d'information d'importance vitale. Ce sont les systèmes d'information les plus critiques des opérateurs d'importance vitale. Ceux-là aussi,
ils ont des obligations particulières d'utiliser de la cryptographie à l'état de l'art et qui est décrite, dont les caractéristiques sont décrites dans des documents qui sont publiés par l'agence là aussi. Donc là aussi, il y aura des obligations. Pour ce qu'il y est des offreurs de solutions, il y en a certains qui viennent à l'ANSSI pour avoir des visas de sécurité. Là aussi, probablement, à un moment donné, on n'acceptera plus de produits en entrée de qualification ou de certification s'ils ne sont pas compatibles avec la cryptographie post-quantique. Là aussi, c'est des dates qu'on est en train de travailler, mais celles-ci, elles dépendent aussi de travaux européens. En dehors de ces domaines où il y a déjà des obligations, donc je redis, la protection des informations sensibles, diffusion restreinte, le classifié de défense, les systèmes d'information d'importance vitale, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation sur la cryptographie en France, et donc, pour les entreprises. Donc, moi, à ce stade, je ne vois pas de raison d'en imposer de nouvelles. Donc, ça sera laissé à la responsabilité des entreprises, sachant que, effectivement, on pense vraiment que la menace, c'est quelque chose qui est réel. Donc, les entreprises devront agir un jour ou l'autre. Juste pour revenir sur ceux qui ont des obligations, qui sont soumis à ces obligations, est-ce qu'il y a des sanctions prévues ou c'est hors sanctions? Aujourd'hui, pour ceux qui ne respectent pas les obligations, il y a des sanctions. Peut-être un mot, tout à l'heure on a évoqué un peu le panorama international du quantique, j'ai un petit peu la même question au niveau des agences. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres agences au niveau européen, et puis est-ce qu'il y a des visions un peu parallèles ou parfois contradictoires entre les grandes agences de cybersécurité dans le monde? Alors, dans les grandes lignes, on peut dire que toutes les agences de cybersécurité j'ai envie de dire occidentales, parce que c'est avec elles qu'on travaille en priorité, donc l'Europe, les États-Unis, maintenant le Royaume-Uni, etc. On est tous alignés sur le fait que l'ordinateur quantique va probablement arriver, qu'il va présenter un risque, que la solution, c'est la cryptographie post-quantique, etc. Là où il y a pu avoir des petites divergences, c'est sur des petits détails, mais elles sont en train de se résoudre. À un moment donné, les États-Unis n'étaient pas trop favorables à l'hybridation. Maintenant, ils sont en train de rejoindre l'avis des autres agences. Donc là aussi, on est en train de résoudre les principales difficultés. Donc, je pense que pour l'aspect théorique, on va dire, on est tous alignés, il n'y a pas vraiment de souci. Là où il y a encore du travail à faire, c'est justement sur les conséquences et la mise en œuvre pratique. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on n'allait pas avoir d'obligations supplémentaires par rapport à ce qui existe déjà, ça, c'est une position française que, bien sûr, on va essayer de défendre à l'Europe parce que c'est le cadre européen qui s'applique avant tout, mais on n'est pas sûr de remporter la partie. Au niveau européen, il pourrait y avoir d'autres personnes qui aient d'autres avis. Et donc là, il faudra qu'on défende notre opinion fortement. Un mot pour conclure, on est au MEDEF face à des entreprises. Est-ce que vous avez un message spécifique pour ces entreprises? Donc, je pense que j'ai deux messages différents avec deux types d'entreprises différentes. Celles qui offrent des solutions de cybersécurité. Donc, c'est absolument nécessaire dès aujourd'hui d'inclure la cryptographie post-quantique dans vos roadmaps à minima, de faire un bilan des difficultés que vous pourriez rencontrer. Et si vous pensez qu'on peut répondre à certaines questions, n'hésitez surtout pas à venir nous les poser. Maintenant, si vous êtes client de solutions, ce que je pense, c'est qu'il est urgent de vous préoccuper du sujet. La bonne façon de le faire, c'est peut-être de se dire qu'à partir d'une certaine date, et on va sortir, nous, du bois un jour ou l'autre, mais cette certaine date, elle est entre 2030 et 2035. Donc à partir d'une certaine date, vous pourriez dire « nous n'achèterons plus de produits qui ne contiennent pas de la cryptographie post-quantique ». Et ça, c'est un message qui est en interne de vos entreprises. Et puis, allez voir vos fournisseurs et transmettre ce message aux fournisseurs. C'est-à-dire, voilà, vous êtes mon fournisseur de VPN ou etc. Sachez qu'à partir de, je ne sais pas, 2032, moi, je n'achèterai plus que des VPN qui contiennent de la cryptographie post-quantique. Donc, quelque part, débrouillez-vous. Voilà. Je vois qu'il y a dans le public certaines questions, donc j'encourage les entreprises ou les personnes concernées à venir vous rencontrer après. J'imagine qu'effectivement, ça soulève peut-être certaines interrogations. Volontiers.
Merci beaucoup, Renaud Labelle, d'être venu nous expliquer tout ça.